le Canada est effectivement en danger. Le Groenland pourrait être pris. Mais alors, évidemment, les Européens seraient vraiment, vraiment écrasés. C'est une façon de leur dire, vous ne comptez pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran ces dernières semaines? Il s'est passé l'échec d'une tentative de révolution de couleur. Le plan. C'est quoi le plan? Une situation des plus incroyables. Des manifestants à Paris, des manifestants à Montréal, portant d'abord l'image du fils du chat et des drapeaux israéliens. C'est exactement le genre de choses qui repousse, qui est un repoussoir pour les Iraniens. On a transitionné de l'impérialisme discret à l'impérialisme assumé. De plus en plus. Les États-Unis n'ont pas d'empire formel. C'est le monde entier qu'ils veulent contrôler. L'Europe est en train de se suicider. On leur demande d'imposer des sanctions à la Russie, et ils le font. C'est comme leur dire, amputez votre bras, et ils le font. L'objectif n'est pas de sauver l'Ukraine. L'objectif est de faire du tort à la Russie. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont kidnappé M. Maduro? Bonne question. Que se passe-t-il avec le droit international? Quel droit international? Voilà ma réponse. Je vais commencer par une courte anecdote. Lors d'une récente entrevue avec 2 invités de Génération 8, j'ai mentionné que nous étions opposés à l'Empire. L'un d'eux a répondu qu'il préférait malgré tout l'Empire américain à l'Empire chinois. Et sans même m'en rendre compte, j'ai répondu « Oui, mais un empire reste un empire. » Après tout, je me suis posé une question simple mais fondamentale. Est-ce qu'on sait réellement ce que signifie le mot « empire » ? Derrière ce mot, est-ce qu'on ne parle pas en réalité d'impérialisme ? Pour approfondir cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir une deuxième fois le professeur Sami El-Sol, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, spécialiste du monde arabe et des relations internationales et auteur de plusieurs ouvrages majeurs dont Impérialisme passé et présent. Before we start, if you enjoy our content, please like and subscribe. It really helps the algorithm. Thank you. Comment faut-il comprendre l'impérialisme? Avec beaucoup d'efforts, parce que c'est un sujet très complexe sur le plan conceptuel et sur le plan historique. Il y a eu maintes tentatives de l'expliquer, qui sont souvent très bonnes pour leur époque, mais qui sont maintenant un peu datées. Et c'est pourquoi j'ai donc voulu refaire l'exercice de mieux le comprendre en utilisant la méthode historique. Et c'est la base donc de mon livre sur l'impérialisme. Alors l'impérialisme a été compris de diverses façons. La manière la plus simple et celle qui semble être le point de vue, disons, des libéraux, c'est que l'impérialisme, c'est un contrôle politique. C'est une mainmise politique d'un État sur un autre, et c'est tout. Le plus fort contrôle l'autre sur le plan politique, et c'est tout. Alors, il y a un peu de vrai là-dedans, mais ce n'est pas suffisant, parce que ce contrôle doit avoir aussi des conséquences économiques, c'est-à-dire l'exploitation, le transfert de richesses. Ça, c'est un élément de l'impérialisme qui n'est pas compris dans cette vision simpliste et purement politique de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est une façon de transférer des richesses d'autrui sur le plan international en utilisant la force ou des instruments que j'ai appelés extra-économiques, essentiellement la force militaire, pour établir un système de siphonnage de richesses des pays contrôlés vers le pays dominant, vers la puissance impérialiste. Donc je le définis ainsi, mais disons qu'il y a d'autres définitions faites par d'autres théoriciens bien avant moi, dont certains sont très influents et que je respecte, mais qui ne répondent pas à nos besoins d'aujourd'hui, parce que l'impérialisme évolue dans le temps. Il n'est pas, notre impérialisme aujourd'hui n'est pas celui de l'Empire romain. Ce n'est même pas celui de l'Empire britannique. C'est autre chose. Et c'est ça que je voulais définir, vous voulez comprendre. Parce que ce que nous avions comme interprétation n'expliquait pas le présent. Le présent où les États-Unis sont dominants, veulent dominer le monde entier. On peu de colonies ou pas de colonies du tout. Alors voilà un grand point très important dans la compréhension de l'impérialisme. Parce qu'il y a certains qui estiment que l'impérialisme, c'est les colonies. Ce sont les empires formels. Et que du moment qu'il y a eu décolonisation, il n'y a plus d'impérialisme. Ce qui est faux. Parce que l'impérialisme peut être aussi un contrôle informel
sans contrôle politique formel, mais tout aussi réel. Et c'est ça que je voulais expliquer et comprendre. Comment les États-Unis contrôlent beaucoup de pays du monde, beaucoup de régions du monde, sans contrôle formel. Alors que la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, autrefois avaient des colonies, avaient des empires. Les États-Unis n'ont pas d'empire formel. C'est le monde entier qu'ils veulent contrôler. Et sans empire, sans, disons, contrôle formel, mais un contrôle tout aussi réel. Alors, quels sont les mécanismes de ce contrôle? Voilà ce que je voulais comprendre. Et je suis donc remonté dans le temps pour voir d'abord les formes primitives de l'impérialisme. Puis, on est arrivé à la forme coloniale avec, disons, la découverte des Amériques par les Européens et l'instauration de l'Empire espagnol, de l'Empire portugais, anglais, français, etc. Et à ce moment-là, l'impérialisme se limite à la colonisation. C'est la colonisation, et ça va être la colonisation jusqu'à la fin du XIXe siècle. À partir du XXe siècle, il y a de nouvelles formes de contrôle qui se mettent en place, qui ne sont pas coloniales, qui sont extracoloniales, où les pays sont indépendants, formellement, mais complètement dépendants, satellisés, vassalisés dans la réalité. Ce sont les nouvelles formes qui naissent à la fin du XIXe, début XXe, et qui vont devenir les formes dominantes après la décolonisation. Et c'est la forme que prend l'impérialisme américain. C'est un impérialisme qui n'est pas colonial, essentiellement. Il y a quelques restants de colonies, mais essentiellement, ce n'est pas basé sur les colonies. Alors que l'impérialisme britannique et français, allemand, espagnol et autres, c'était la colonisation, c'était des colonies. Alors, le mode de contrôle informel naît à l'intérieur du mode de contrôle formel et va finir par le dépasser, durer au-delà de la période d'existence de l'impérialisme formel, donc des colonies. Et c'est ce phénomène que j'essaie de comprendre sur le plan historique, comment on est passé d'une colonisation formelle, qui était l'impérialisme à cette époque, vers un impérialisme non colonial, post-colonial. On est dans la phase post-coloniale, sauf une grande exception, la Palestine. Elle est grande, elle est énorme, celle-là. Mais, disons dans le reste du monde, il y a eu des colonisations. En Palestine, il n'y a pas eu de colonisation. C'est l'exception, une très grande exception. Mais, globalement, l'impérialisme américain ne fonctionne pas sur des bases coloniales. Il fonctionne sur des bases de domination informelle. Mais quels sont les mécanismes de cet empire américain présentement? Il y a à la base la force. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout empire, toute puissance impériale, tout impérialisme a à sa base la force. Elle est peut-être très visible dans certains cas, ou camouflée, gardée en réserve dans d'autres cas. C'est le cas de l'impérialisme américain qui, en général, ne montre pas une domination militaire évidente, mais on sait bien que sa puissance militaire, elle est là. Alors cette puissance militaire met en place ou en tout cas encourage la mise en place de systèmes politiques ou de structuration sociale favorables à l'impérialisme, c'est-à-dire des élites, des classes dirigeantes qui collaborent avec l'impérialisme américain. Cette collaboration est à leur avantage, et est aussi à l'avantage de l'impérialisme. Et c'est ainsi que le contrôle se fait. Il se fait à travers des relais. Alors que l'impérialisme formel, c'est un contrôle direct par un gouverneur français, anglais, un résident français, anglais, qui contrôle la colonie, qui donne des ordres, il est sur place, avec souvent un contingent militaire pour soutenir ses décisions. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les États-Unis. Les États-Unis fonctionnent à travers des relais, des dirigeants locaux qui ont intérêt à collaborer avec les États-Unis et qui font rayonner donc la puissance américaine. L'autre méthode, c'est disons, le soubassement économique, c'est le dollar. Le dollar, autrefois, les empires produisaient. Ils produisaient des marchandises fabriquées, industrielles. Ils concentraient l'industrie chez eux et utilisaient les colonies comme lieu de matières premières, source de matières premières, et comme marché. Ça n'existe plus, là. L'impérialisme américain ne produit pas grand-chose, pratiquement rien.
Sa méthode de contrôle, c'est le dollar. L'obligation pour tous d'utiliser le dollar, soit par la pression économique, soit par la pression militaire. Ceux qui voudraient se retirer du dollar, eux vont affronter la puissance militaire américaine. Parce qu'ils pourraient donner le mauvais exemple à d'autres. Et le dollar est indispensable pour les États-Unis, parce que c'est un pays qui vit des investissements étrangers, des placements étrangers chez eux, qui leur permettent donc d'utiliser l'argent venant de l'étranger pour acheter et importer des produits de l'étranger. Les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Ils consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent. Et cette consommation est payée par l'étranger. C'est le système même de pompage de richesse. La richesse leur vient de l'étranger, ils la consomment et ils en demandent davantage. C'est pourquoi il est important pour eux que le dollar soit dominant, soit la monnaie de réserve de facto, et que le reste du monde utilise le dollar. Pour qu'ils puissent investir aux États-Unis, faire vivre les États-Unis, et être obligés de transiger à travers les réseaux américains. Donc l'arme principale pour les États-Unis est la force, comme pour toute puissance impérialiste, mais l'instrument économique, c'est le dollar. Est-ce qu'ils utilisent aussi un instrument idéologique? Ah oui, bien sûr. Tout empire, qu'il soit colonial ou post-colonial, doit justifier ce qu'il fait. Doit présenter sa domination comme étant bonne, inévitable, dans l'intérêt de tous, et il y a donc l'idéologie derrière. Il y a toujours l'idéologie. Alors, l'idéologie, par exemple, dans le cas des empires originels, espagnols, portugais, etc., c'était la religion. La religion chrétienne était la meilleure, donc il fallait la répandre dans le monde, et on était justifié à massacrer, à avoir des empires à l'étranger. Puis est arrivé, avec les Lumières en Europe, cette idée de civilisation, que l'Europe est civilisée et qu'elle apporte la civilisation aux autres. Ce qui justifierait aux yeux des impérialistes l'expansion impériale. Non, ça ne marche plus parce qu'on n'y croit plus, les Européens eux-mêmes n'y croient plus. Les Occidentaux eux-mêmes ne croient plus. Alors, il faut maintenant trouver des concepts ou des idées qui pourraient convaincre. Alors on emploie des notions comme la liberté, les droits humains, la démocratie. Et alors l'impression est créée que l'expansion a pour cause la volonté de répondre à ces idées. Alors que ça n'a rien à voir. L'expansion a pour cause la recherche de richesse à l'étranger. Et cette quête de richesse doit être justifiée d'une certaine façon. Alors, elle est justifiée pas aux yeux de ceux qui subissent l'impérialisme américain. Eux ne sont pas dupés, ils savent très bien ce que les impérialistes sont là pour faire. Mais elle est utilisée pour convaincre les opinions publiques occidentales. Parce que les opinions publiques pourraient se demander, mais pourquoi sommes-nous au Kazakhstan, dans le Caucase, au Venezuela, pourquoi nous sommes là? Alors, il faut que l'opinion publique pense qu'on est là pour une bonne cause. On est là pour répandre nos valeurs, entre guillemets. Et ces valeurs sont tellement attirantes et nécessaires au monde que nous devons aller les répandre, y compris par la force. Ça, c'est pour l'opinion publique occidentale. L'opinion publique non occidentale n'est pas dupée, elle sait bien. C'est pas vrai. Certaines personnes diraient que selon vos critères, la Russie et peut-être même la Chine se qualifieraient d'empire et exerceraient une sorte d'impérialisme. Non. Justement, c'est là où je tranche avec certaines interprétations simplistes. Du moment qu'un pays est grand, on dit alors qu'il est impérialiste. Ce n'est pas le cas. Est impérialiste le pays qui utilise des moyens extra-économiques pour pomper des richesses de l'étranger. Extra-économique. Le commerce n'est pas forcément de l'impérialisme, parce que sinon tout serait impérialiste, ça n'a aucun sens. Commercer est tout à fait acceptable. Mais l'utilisation de moyens de pression extra-économique ou la force pour commercer ou obliger l'étranger à investir chez soi, ça c'est de l'impérialisme. Et quand on dit extra-économique, on parle exclusivement de la force? Principalement. Mais ça peut être d'autres moyens aussi, des moyens pseudo-juridiques, des organismes internationaux qui appliquent des règlements de l'Empire, de la puissance impériale, ou carrément le système juridique
impériale appliquée extra-territorialement. Les États-Unis vont dans un pays et disent cette société, nous la condamnons dans un tribunal chez nous et nous l'obligeons à nous verser 15 milliards de dollars. Sinon, on lui ferme le marché ou on l'oblige à désinvestir. Ce sont des pressions, c'est du chantage. Donc c'est un moyen extra-économique. Le moyen extra-économique le plus évident, c'est la force. On débarque là et on l'oblige à signer que vous allez désormais ouvrir votre marché, vous allez désormais nous permettre d'acheter, de privatiser vos entreprises et de les acheter, hein, et vous obliger à acheter, à vendre à des prix que nous établissons. Bon, ça c'est le moyen le plus clair. Mais il y a aussi des moyens juridiques. Et naturellement, les moyens idéologiques sont là pour justifier. Bon, alors, est-ce que la Russie et la Chine font cela? La réponse est non. Il faut être empirique et regarder la réalité, pas les perceptions ou les craintes. Parce que certains se disent, la Chine n'est pas impérialiste aujourd'hui, elle pourrait le devenir. Je suis d'accord, elle pourrait le devenir, mais elle ne l'est pas. Elle pourrait le devenir. On ne peut pas prédire. Et à ce moment-là, on dirait qu'elle est impérialiste. Si elle utilise des moyens extra-économiques pour faire entrer chez elle des richesses de l'étranger, elle serait impérialiste. La Russie fait-elle cela? Non, elle ne le fait pas. Peut-elle le faire un jour? Peut-être. Et à ce moment-là, on dirait qu'elle est impérialiste. Donc il ne suffit pas de regarder la taille d'un pays et de dire, alors, puisqu'il est grand, puisqu'il est gros, il est forcément impérialiste. Ce n'est pas le cas. Il pourrait le devenir, mais s'il ne l'est pas, il faut le dire, il ne l'est pas. Okay. Et donc, selon vous, ce que la Russie, par exemple, fait en Ukraine, ce n'est pas impérialiste? Non, c'est une action militaire pour sa sécurité, pour l'autodéfense. L'objectif permanent de la Russie, c'est la sécurité. Elle n'a pas besoin de matières premières de l'étranger, elle n'a pas besoin de marché à l'étranger. Le pays est énorme, mais le pays est vulnérable. Ça, quiconque connaît l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique et de la Russie aujourd'hui, c'est qu'il a une frontière très longue, qu'il a été attaqué plusieurs fois, toujours de l'Ouest, la France de Napoléon, Hitler en années 40, les nazis et maintenant les États-Unis. Donc c'est cette frontière-là qu'il doit protéger. C'est l'obsession russe depuis le XVIIe siècle. C'est toujours été l'obsession russe. Donc c'est une question de sécurité. Alors parfois la question de sécurité oblige à prendre des armes, oblige parfois à agir militairement. Ce n'est pas forcément de l'impérialisme, parce que l'impérialisme doit être un système mis en place pour pomper régulièrement et systématiquement la richesse de l'étranger. Pas simplement une action militaire. Une action militaire, beaucoup de pays en prennent. Alors ça dépend si c'est justifié ou pas, mais ce n'est pas forcément de l'impérialisme. Il faut démêler des sujets. Il y a de l'impérialisme qui peut passer par l'action militaire, mais il y a aussi une action militaire qui n'est pas forcément impérialiste, elle peut être agressive, elle peut être injustifiée, elle peut être expansionniste. C'est vrai. Et on a eu ça, c'est plein, l'histoire est pleine de ce genre de situation. Mais le mot impérialiste doit être réservé à une relation spécifique à long terme de transfert de richesse par la force. Bon. Considérant que vous avez écrit ce livre, L'impérialisme passé et présent, et Imperialism en anglais, c'est quoi la différence entre les deux livres, vous avez dit? C'est quoi la différence entre ce livre et ce livre? Bon, le premier a été publié en 2023, le deuxième en 2025, donc il est augmenté, et il y a eu quelques ajouts avec l'arrivée d'un certain président aux États-Unis qui commence à modifier un tout petit peu les choses, mais pas complètement, mais il les modifie un tout petit peu. Donc on pourra en parler si vous voulez. On va en parler. D'accord. Sauf que je me suis posé une question. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais est-ce que l'impérialisme est un mal en soi ou il est parfois une nécessité historique? C'est un fait historique, pas une nécessité. Un mal, certainement un mal pour ceux qui le subissent. Et peut-être même, certains disent, et on pourrait être d'accord avec eux, peut-être même un mal pour la métropole elle-même. C'est-à-dire qu'elle commence à vivre grassement, sans rien faire,
Elle devient molle avec le temps. Elle finit par dépendre de l'étranger et elle cesse de produire. Ce n'est pas nouveau, ça. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est la désindustrialisation, la perte de compétences, ce n'est pas inconnu dans l'histoire. D'ailleurs, c'est une des choses que je démontre dans mon livre, que les impérialismes commencent d'abord, comme à l'époque où ils étaient coloniaux, comme des centres de production, concentration de la production industrielle en partie. La Grande-Bretagne est l'exemple parfait. Elle concentrait la production industrielle du monde, elle pompait le monde de ses matières premières et elle vendait des produits manufacturés au monde entier. Avec le temps, on accumule des capitaux, des richesses, et on commence à vivre de ces richesses-là, plutôt que de la production. La production devient moins rentable. Donc, on désindustrialise. La raison de la désindustrialisation des États-Unis, ce n'est pas la méchanceté de la Chine, comme pourrait le faire croire Trump et compagnie. C'est que les dirigeants américains, les entrepreneurs américains, ont commencé à sentir que ce n'était plus rentable de produire aux États-Unis. Comme en Europe, c'est moins rentable de produire en Europe que dans les pays du Sud, notamment la Chine. Ils sont partis par eux-mêmes. Ce n'est pas la Chine qui est venue les voler. Alors, cette production étant partie à l'étranger, que fait-on aux États-Unis? En Europe, on fait des services, entre guillemets, le tertiaire, et on fait des finances. Les finances, ça permet d'enrichir plus vite et sans souci, sans le souci de la production, de l'attente, de la patience, avant que la production ne finisse par se transformer en profit. Les profits financiers sont des profits rapides, instantanés. Et on a donc ce phénomène de financiarisation de l'économie, américaine d'abord, mais européenne aussi, japonaise bientôt, mais pas encore, ça va venir. Donc c'est un phénomène classique dans l'histoire de l'impérialisme. Il commence d'abord par étant le plus productif. Ce n'est pas un hasard que la Grande-Bretagne a dominé le monde au XIXe siècle. Ce n'est pas un hasard. Elle était la plus forte sur le plan industriel. Mais avec le temps, elle est devenue grasse, molle et incapable de produire. Et donc, elle s'est financiarisée, désindustrialisée, et les États-Unis suivent le même modèle. Donc, on peut dire que l'impérialisme est même mauvais pour les puissances impériales elles-mêmes. Mais il est certainement mauvais pour ceux qui le subissent. Bon, alors, est-ce que l'on peut s'en tenir à des considérations morales, ou dire, est-ce que peut-on l'éviter En fait, non. Dans l'histoire, il y a toujours eu ce phénomène de domination et d'exploitation. Alors, il faut le combattre, mais pas, il ne faut pas être naïf, pas penser que ça va disparaître. L'argument, ça serait qu'un ordre injuste est préférable à du chaos. Et donc, ce que l'Empire ou l'impérialisme apporterait, c'est une certaine gestion de ce chaos dans le monde, dans le fond. Oui, mais est-ce vraiment l'alternative, l'Empire ou le chaos? Et considérant que c'est un fait historique et qu'il y a toujours un domino et un dominé, après qu'un empire disparaît, il va y avoir quelqu'un d'autre aussi qui va venir dominer. Je sens que, je suis en train de penser comme ça, mais je sens que c'est aussi un peu utopique de penser que après que l'Empire américain va disparaître, qu'on va tous coopérer, on va chanter ensemble. Non, vous avez raison, il y a toujours ce phénomène de transition d'un empire à l'autre. Bon. Il faut se dire que, d'abord, l'alternative n'est pas empire ou chaos. L'alternative est empire ou monde qui fonctionne d'une manière plus égalitaire. Donc, il ne faut pas se faire peur ou croire que la reine Victoria qui dit si ce n'est pas la Grande-Bretagne rule the waves, alors ça sera l'anarchie dans le monde. Non, ça sera peut-être un système plus équitable. Donc, alors, le danger est qu'il y a toujours un successeur. Il peut y avoir, avec l'inégalité des rapports de force, que l'empire en place ou la puissance impériale soit remplacée par un autre. Alors, l'important, c'est de résister. L'important, c'est d'apprendre à neutraliser ou essayer de neutraliser cette force. Pourquoi? Parce que ça permet au peuple d'abord de s'entraîner à l'action politique. Et ça leur donne l'occasion donc de penser à d'autres façons de s'autogouverner plutôt que d'être dépendant. Donc la réalité pénible, elle est là, mais
elle doit être considérée comme l'occasion de s'entraîner, l'occasion de s'obliger à imaginer ou trouver d'autres formules, à s'entraîner politiquement, à agir, parce que ce n'est pas facile pour une population d'apprendre à contester un ordre établi. Donc, le faire, c'est déjà un entraînement politique, un apprentissage, une pédagogie d'une extrême importance. Et ça peut continuer comme ça longtemps. À long terme, passant d'un empire à un autre, admettons, si on regarde à long terme avec 2000 ans, est-ce que la situation est meilleure aujourd'hui qu'elle n'était auparavant? La réponse est oui. Oui. Des gens comme nous n'auraient pas eu le droit de soulever, dire un petit mot au XVIe siècle, au Xe siècle. Nous aurions été des serfs, des esclaves à se taire. Donc, le changement, il est en cours à long terme, même si à court terme, il peut paraître pénible et parfois désespérant. On peut dire, ils sont trop forts. Et si eux tombent, il va y a un autre qui va les suivre, donc la situation est la même, ne faisons rien. Ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est faisons quelque chose, parce que ça nous entraîne ça nous prépare à résister au suivant. Hein. Et entre-temps, ça nous donne l'occasion d'améliorer notre sort et de revoir le monde d'une autre façon. Parce que si on ne voit le monde que de la manière que le souhaite la puissance impériale, on est bloqué. En parlant de la puissance impériale, l'impérialisme américain est-il en crise aujourd'hui? Ah oui, c'est évident. L'impérialisme américain, ça c'est la partie la plus fascinante, parce que les gens regardent et disent mais c'est le chaos autour de nous, et c'est vrai. C'est un empire qui se délite. C'est un impérialisme qui est en train de décliner. Un déclin ultra rapide, si on utilise les normes historiques. Pensons bien, les États-Unis émergent sur la scène mondiale au début du XXe siècle. Première guerre mondiale, on les voit. Bon, en fait, dès le XIXe siècle, ils sont déjà une puissance industrielle plus importante que l'Angleterre. Dès la fin du XIXe siècle. Et même au même niveau que l'Allemagne, ils dépassent l'Allemagne. Bon, avec la Première Guerre mondiale, ils émergent sur le plan politique. Ils font un peu ils sont un peu bien reçus, pas mal reçus, mais enfin, on se demande est-ce qu'ils vont rester sur la scène internationale. Ils se retirent après la Première Guerre mondiale, mais pas complètement. Les États-Unis n'ont jamais été isolationnistes. Ils sont toujours intervenus, mais moins qu'après 1945. Après 1945, il est bien clair qu'ils sont là et que, faute de puissance occidentale capable de leur tenir tête, ils sont dominants. Les seuls qui pouvaient leur tenir tête, c'était les Soviétiques. Les Soviétiques étaient de la même taille, ou en tout cas presque, pas sur le plan économique, mais sur le plan militaire en tout cas. De sorte que les États-Unis ne sont pas arrivés à ce qu'ils souhaitaient, la domination mondiale dès 1945. L'impérialisme américain, il faut bien le comprendre, c'est ce que j'explique dans ce livre, est un impérialisme planétaire, le monde entier. Il n'est pas territorial. L'impérialisme britannique, français, avait leur colonie, leur territoire, voilà l'empire, on le voyait sur la carte, et ceux qui étaient au-delà de ce territoire n'étaient pas l'empire. Pour les États-Unis, il n'y a pas d'empire formel. C'est le monde entier qui doit être gouverné, dirigé par eux, informellement, par les moyens que j'ai évoqués. Alors en 1945, ils ont l'espoir de mettre en place cet empire planétaire. Mais il y a un problème, même un gros problème, c'est l'Union soviétique. Et avec l'Union soviétique, les pays qui l'entouraient, et plus tard la Chine, c'était le tiers du monde leur échappait. Donc ils ont établi leur contrôle sur le monde occidental et non socialiste. Mais il leur échappait le monde socialiste. Arrive 1990, ou 89-90, ça c'est le bonheur. Ça leur arrive, ça tombe du ciel. L'Union soviétique s'effondre. Ou en tout cas, elle est démantelée. Et tout tombe en pièces. Et alors, l'espoir de dominer le monde revient. On entre alors dans cette ère qu'ils ont appelée unipolaire, de mondialisation. Ça voulait dire l'impérialisme américain, mondialisé, mais touchant tous les pays du monde, y compris l'ex-Union soviétique, y compris la Chine. Le destin de ces deux pays, aux yeux des États-Unis, était qu'ils deviennent des néocolonies, comme les autres.
Le monde entier allait être sous l'indépendance. Et pendant une quinzaine, vingtaine d'années, ça semblait être domination totale. Les années 90, début des années 2000, moi j'ai cessé de suivre l'actualité, tellement c'était prévisible ce qui se passait. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Envahissaient là où ils voulaient, attaquaient qui ils voulaient, faisaient dire aux autres ce qu'ils voulaient, obtenaient des Nations Unies le genre de résolution qu'ils cherchaient. Donc c'était domination totale pendant une quinzaine d'années. Et comme historien, je savais que ça n'allait pas durer. Mais je pensais que ça allait prendre quelques décennies avant que ça se délite. Et bien, surprise, dès la fin des années 2000, on sentait déjà que ça ne marchait plus. Échec militaire en Irak, et surtout la crise économique de 2008, qui donne un coup d'arrêt à la mondialisation. N'oubliez pas que durant les années 90, début des années 2000, on nous présentait la mondialisation comme étant la merveille du monde, comme étant l'avenir de l'humanité. Rien de mieux ne pouvait se produire pour le monde que cette mondialisation. Et bien en 2008, on apprend que la mondialisation peut aussi causer des crises très graves et appauvrir les populations. À ce moment-là, on a commencé à regarder, où est l'industrie? Elle a disparu. Donc industrialisation arrêtée, financiarisation de l'économie et désastre pour l'économie à travers la financiarisation. Le modèle commence déjà à tomber en pièces. Autre chose qui se produit, c'est le relèvement à une vitesse étonnante de la Russie, qui était, n'oublions pas, à terre. La Russie était dans un très mauvais état et les États-Unis espéraient la dominer comme n'importe quelle colonie. Je vais revenir sur la Russie un peu plus tard parce que c'est l'un des problèmes aujourd'hui. Quant à la Chine, elle était considérée comme un pays du tiers-monde où l'on pouvait investir et que l'on pouvait contrôler facilement. Il faut dire que même durant les années 2000, moi-même, j'entendais des discours qui fait que la Chine, c'est là où il faut investir parce qu'on fait beaucoup plus d'argent. Et je me suis dit, ce qu'on a là, c'est un modèle des pays du sud-est asiatique, qu'on appelait, je ne sais pas, les tigres ou les léopards, je ne sais pas trop quoi. C'est Taïwan, Vietnam. Hein? Vietnam, Hong Kong, je ne me rappelle plus, Malaisie. Ce sont les pays Indonésie, etc. Qui étaient devenus des centres de production, mais en fait des sous-traitants. Et je me disais, mais ça n'allait pas durer. Effectivement, ça n'a pas duré, parce qu'en fait, c'était basé sur la dette, l'endettement. Et la crise de 1997 a montré que du moment que les capitaux étrangers quittaient, ou avaient peur, ils pouvaient partir en quelques heures, et l'économie s'effondrait. Donc je me suis dit, mais on va voir ça avec la Chine en plus grand format. Eh bien non, ce ne s'est pas produit ainsi. La Chine est solide. La Chine, à ma grande surprise, recevait des milliards d'investissements d'étrangers. Pour moi, qui connais un peu le modèle ancien de domination, vous recevez autant de capitaux, vous allez tomber sous la coupe des investisseurs étrangers, des puissances étrangères. Donc la Chine se dirigeait vers la néocolonisation. Eh bien, on s'aperçoit, en regardant bien, que ce n'a pas été le cas. Elle a reçu les investissements, mais elle les a contrôlés. L'État est demeuré aux commandes. Ça, c'est l'exception chinoise. Il est demeuré aux commandes, même en recevant les multinationales américaines qui devaient obéir à l'État, obéir à l'État chinois, et transférer des technologies, des limitations de pourcentage de propriété, etc., etc. Donc l'État n'a jamais perdu le contrôle. Et c'est pourquoi la Chine a pu se relever. Elle a pu montrer d'abord, elle pouvait utiliser le savoir étranger et les capitaux étrangers, mais qu'elle avait aussi en elle des ressources d'inventivité, de savoir étonnants qui, durant les années 2000, on commençait à voir que c'est un pays indépendant, un pays capable de dire non. Et ça, c'était nouveau à l'époque de l'unipolarité, l'époque où les États-Unis pouvaient donner des ordres à tout le monde. La Chine pouvait dire non. Elle disait non. Donc quand j'entends ça, je dis, il y a quelque chose de nouveau qui se produit là. Il y a quelque chose de surprenant. Donc il y a une montée d'un pays important qui devient puissant, ou qui est capable de se moderniser et d'être maître de son destin.
à tel point qu'il est maintenant un leader de la haute technologie. Ceux qui, comme moi, dans ma jeunesse, se rappelaient de la Chine du temps de Mao, très forte en idéologie, mais sur le plan économique, un pays sous-développé. Les Chinois le savaient. Alors tout le problème pour les Chinois, c'était comment sortir de sous-développement. Eh bien, ils ont trouvé la formule. C'est original. On la cherche, les pays du Sud la cherchent depuis des décennies. La Chine la trouvait. Évidemment, elle n'a plus de moyens, hein, mais elle a des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources en matières premières exceptionnelles, qui lui ont permis donc de devenir un pays indépendant, fort sur le plan économique, et sa simple existence remet en question la mondialisation américaine, remet en question l'impérialisme unipolaire, l'impérialisme planétaire américain. Voilà un État qui pouvait dire non. Ça ne s'est pas permis. Ce n'est pas permis dans un impérialisme planétaire. Tous doivent accepter de fonctionner selon les ordres. Sinon, si l'un dit non, ça peut donner un mauvais exemple aux autres. Voilà une exception. L'autre exception, c'est la Russie. Quiconque regardait la Russie en 2000 aurait dit que ce pays ne va jamais se relever. Je me rappelle lorsque Poutine a été nommé, en 2000, fin 99, début 2000, moi j'ai regardé, j'ai dit pauvre lui. Il hérite d'un désastre. Et effectivement, il héritait d'un désastre. Et il s'est mis à l'œuvre pour le réparer. Il a utilisé tous les moyens et il a réussi. Et c'est pourquoi l'Occident ne l'aime pas. Les pays occidentaux, les États-Unis en premier, mais maintenant les Européens, en veulent à la Russie et en veulent à Poutine. Pas parce que Poutine est un dictateur, ils s'en foutent du fait qu'il soit dictateur ou pas, parce qu'il a remis sur pied la Russie. La Russie est donc un autre obstacle à la domination impériale américaine du monde entier. Elle est capable de dire non. C'est quand même drôle, je vais vous arrêter là. On va continuer sur la crise de l'Empire américain. Cependant, vous avez relevé quelque chose de quand même intéressant. Les pays européens sont frustrés ou fâchés de Poutine parce que il dérange les Américains. Vous soulevez, là vous touchez à la crise, le psychodrame actuel de l'Europe. Hein? On va y revenir, mais... mais c'est celui... c'est quand même intéressant. Le comportement européen à l'égard de la Russie aujourd'hui est irrationnel. Il est nouveau, ce comportement. Et en fait, les Européens n'étaient pas dans la voie de l'hostilité à la Russie avant 2022. En tout cas, de manière ouverte, avant 2000. C'était les États-Unis qui étaient les premiers obstacles ou les premiers adversaires de la Russie. Adversaires parce que, comme je vous ai dit, les États-Unis veulent dominer le monde. Ils veulent des États qui soient soumis. Des États parfois non fonctionnels. La Russie des oligarques et du grand banditisme arrangeait parfaitement les États-Unis. Dirigé par un ivrogne du nom d'Eltsine, ça, c'était la Russie idéale pour les États-Unis. Le pays est à leur disposition. Il n'est pas fonctionnel, il est corrompu, il est achetable, et alors, il n'y a aucun État qui pourrait donc leur tenir tête. Alors, on regardait ça, on dit, mais la Russie est finie. En tout cas, pour un certain temps. Je savais que ça allait se relever un jour ou l'autre, parce que l'histoire n'est jamais immobile. Mais je n'imaginais pas que ça allait être aussi vite. Et ça aussi, ça surprend les États-Unis et ça les dérange beaucoup. Alors, ce que Poutine a fait, c'est remettre sur pied l'État russe. Remettre de l'ordre en Russie, éliminer le chaos dont on a parlé au début, et mettre en place un système où il y a le droit, il y a la protection des personnes, etc., et le relèvement du niveau de vie. Donc, un État fonctionnel. Un État fonctionnel peut devenir un obstacle à l'action impérialiste. Et effectivement, il est devenu tout de suite. Dès 2007, dès son discours à Munich, on entendait une voix dissidente. Après 15 ans ou 17 ans de discours répétitifs à l'égard au sujet d'un monde libéral, démocratique, ouvert à tous, etc. Et on s'est dit, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et bien, en 2007, on a le discours de Poutine qui dit, mais le monde ne peut pas être unipolaire. Il y a plusieurs voies dans ce monde.
C'est à ce moment-là que, en entendant ce discours, je me dis « Ah, voilà la première dissidence politique. La première dissidence, elle est là parce qu'elle dit que finalement, nous aussi, nous avons une voix. On n'est pas des exécutants, on n'est pas des vassaux. Et petit à petit, cette voix est devenue plus... à l'époque, c'était seulement Poutine. Hein? Mais il a commencé à pouvoir le dire parce que l'État russe a commencé à devenir fonctionnel. Parce que si votre État est en situation de délabrement, rien ne fonctionne, votre économie ne marche pas, votre armée est inefficace, ben, votre voix ne va pas porter. Sa voix a commencé à porter parce que l'État russe se remettait en place. Ce qui dérangeait au plus haut point les États-Unis. Parce qu'ils font face à une entité qui pourrait leur tenir tête. Et toute la politique américaine, durant les années d'unipolarité, et même après, c'est de démanteler des États. Là où il y a obstacle, démanteler les États. L'Irak, la Libye, hein, plus tard la Syrie. Le Soudan. Hein, c'est une politique La Somalie. La Somalie. Faites le tour, vous allez voir. La politique américaine, c'est une politique de désagrégation des États. Une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas d'alternative? C'est détruire. Il vaut mieux pour eux qu'il y ait le chaos dans une région qu'un État fonctionnel qui puisse leur dire non, vous n'allez pas pénétrer telle zone ou telle région parce qu'elle est vitale pour nous. Ça, les États-Unis ne veulent pas entendre. Donc, ils ont répandu le chaos partout. L'existence d'un État qui est capable, qui est fonctionnel et qui est grand, la Russie n'est pas un petit pays. C'était le début donc de la remise en question très sérieuse de l'ordre américain, et ça fait partie donc du déclin américain. Alors le déclin américain est un déclin absolu en ce sens que le pays produit moins, on n'arrive pas à produire finalement, il vit au crochet des autres, il vit en fonction des investissements qu'il reçoit. Ça c'est il y a un affaiblissement absolu, mais il y a surtout un affaiblissement relatif. L'affaiblissement relatif est dû justement à la montée de la Chine sur le plan économique. Une puissance devenue mondiale et très sérieuse sur le plan économique, et une remontée de la Russie sur le plan politique et militaire. Jusqu'au bout, les Occidentaux, surtout les États-Unis, ont voulu croire que la Russie était faible. C'est la Russie des années 90. Et ils ont plongé en 2022 dans la guerre contre la Russie en se disant on va la balayer en quelques semaines, avec quelques sanctions, avec leur armée ne valant rien, en quelques semaines ils allaient s'effondrer. Est-ce qu'ils l'ont cru? Probablement. Il y a certains, je dirais que ceux qui sont bien bons connaisseurs savent bien que c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour beaucoup, et surtout les politiciens, c'était une facilité de croire que la Russie allait s'effondrer. Donc, ils voulaient une Russie selon leur volonté, leur vœu. Leur vœu est une Russie faible, non fonctionnelle, donc néocolonisable. Ce qu'ils ont contre Poutine et la Russie actuelle, c'est que c'est un État fonctionnel, qu'il faut donc démanteler par tous les moyens. Démanteler selon la formule la plus utilisée par les États-Unis dans plusieurs pays, selon les circonstances, c'est la formule des révolutions de couleur. Donc ce qu'on vient de voir en Iran ces derniers jours, c'est un modèle de révolution de couleur, avec quelques variantes, mais enfin, c'est un modèle. L'idée que des émeutes, derrière lesquelles on fait un coup d'État. Alors, les émeutes, on les produit par les moyens éprouvés, d'abord de la propagande, pour gagner des esprits. C'est là l'élément idéologique entre en ligne de compte, donc des ONG asservies aux États-Unis, des influences auprès des dirigeants corruptibles, hein, c'est possible, et surtout de la pression économique pour que la population soit à bout, soit tellement révoltée qu'elle sort dans la rue pour des raisons justifiées. Les prix sont élevés, il y a des manques, des pénuries, etc. Alors derrière cela, on introduit alors les agents qui font le coup d'État. Ils font le coup d'État par la méthode classique de la violence.
du moment qu'il y a des coups de feu, il y a des morts, alors on dit « abat le régime ». Abat le régime est un régime qui tue son peuple. Il faut donc le renverser. Exactement ce qu'ils font en Iran présentement. Mais c'est la formule. Donc ils espèrent, pour terminer, ils espèrent faire la même chose en Russie. Ouais. Vous voyez, l'objectif est le même. La Russie est traitée comme n'importe quel pays à dominer. Si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont essayé de faire ça vers la fin des années 2000 en Russie, si je ne me trompe pas. Parce que Poutine, dans ce temps-là, était plus président. Il a quitté pendant 4 ans et ensuite il est retourné, si je ne me trompe pas. Mais même après Poutine. Oui. Le dernier cas, c'était le cas Navalny. Vous vous rappelez cet individu oui, qui est mort en prison ou quelque chose comme ça? Qui est mort en prison. Oui. À la fin des années 2000, je me rappelle 2019, je pense, 2018 à peu près, on nous annonce qu'il est l'opposant numéro 1 de Poutine. Alors, les gens qui connaissent la Russie disent, mais en Russie, il est inconnu. Il est l'opposant numéro 1 en Occident. Ah, ouais. Alors, on le présente comme étant une victime de Poutine parce qu'il avait trouvé des produits chimiques dans son caleçon. C'était vraiment loufoque comme histoire. Et qu'on voulait le tuer avec ces produits chimiques dans son caleçon. Alors, on a demandé qu'il parte en Allemagne pour se faire traiter. Et en Allemagne, il a préparé une révolte. À son retour, il y a eu une révolte à Moscou. Elle a été vite étouffée parce qu'il n'a pas d'appui. C'est un mythe. Les révolutions de couleur sont d'abord des révolutions faites en Occident. Est-ce qu'ils ont essayé de faire, par exemple, à Venezuela aussi, comment il s'appelait Guaido aussi, ils ont essayé de faire la même chose, je pense. C'est la méthode classique. Donc, pour récapituler la réponse à votre question, les États-Unis sont-ils en déclin? Oui, ils sont en déclin. En déclin absolu, oui, mais en déclin relatif surtout. Relatif pour les raisons que j'évoquais, économique, désindustrialisation, financiarisation, et surtout la montée d'États capables de leur dire non. Vous avez parlé de comment elle se manifeste à l'extérieur des États-Unis, mais comment est-ce qu'elle se manifeste à l'intérieur des États-Unis? Qu'est-ce qui se manifeste Cette crise. Cette crise comment elle se manifeste à l'intérieur des États-Unis? L'appauvrissement. L'appauvrissement. Je parle au niveau politique. Maintenant, vous aviez... allez-y. Le niveau politique, c'est le fait que les repères d'autrefois républicains-démocrates n'existent plus. Ils sont maintenant les mêmes. On les appelle même les Uniparty. Uniparty. À l'exception de Trump, non? Alors, justement, Trump c'est le produit du déclin des États-Unis. Il est le symptôme, il n'est pas la cause. Si on remonte à 2016, l'élection de 2016, ce Trump-là, il était connu comme un clown de télévision, une sorte de personnalité de télévision. Il apparaît, tout à coup, il commence à faire des discours qui sortent des sentiers battus. Il attaque ses adversaires directement et il tient un discours critique de la mondialisation, critique des guerres sans fin. Parce que le modèle américain, c'était domination économique mondiale et des guerres interminables, surtout au Moyen-Orient, mais ailleurs aussi. Des guerres interminables pour renverser des régimes et mettre la main sur les pays. Donc on passait d'une guerre à l'autre. On entend alors faire des discours, dire ça doit s'arrêter. C'est une hérésie aux États-Unis. Tout l'establishment américain est pour la guerre. La guerre contre les méchants, contre les dictateurs, ceux qui ont des valeurs contre les nôtres, etc. Lui vient leur dire, mais ça n'a pas de sens. On est en train de gaspiller nos ressources. Il faut arrêter ça. Il a derrière la tête. Quand j'entends ça, d'abord j'étais ébahi d'entendre un dirigeant américain tenir ce genre de discours. On tranchait avec tout ce qui s'était dit jusque-là, qui était du genre la guerre, la guerre, la guerre. Parce que durant les soi-disant débats en 2016, les autres candidats, c'était à savoir qui on va bombarder. L'un dit il faut bombarder l'Iran. L'autre dit, je ne sais pas, il faut bombarder l'Afghanistan. Le troisième dit il faut bombarder un autre. Et Trump qui dit moi je ne veux bombarder personne. C'était nouveau comme discours. Alors derrière la tête, lui, ce qu'il a compris,
c'est que pendant que les États-Unis se dépensaient dans des guerres inutiles, qui ne gagnaient jamais d'ailleurs, ils faisaient des troubles, mais n'arrivaient pas à contrôler les pays qu'ils avaient attaqués. La Chine montait. La Chine se renforçait, la Russie se rétablissait comme État, et son souci, alors, ce sont ces deux-là, et surtout la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que ça, c'est relié alors à l'autre élément qui a porté Trump au pouvoir, c'est l'état de désespoir de millions d'Américains. On leur a dit que la mondialisation allait les enrichir. Et bien, c'était tout le contraire. Ils avaient perdu leurs emplois. Ils étaient paupérisés. Ils travaillaient maintenant avec... leur niveau de vie avait baissé. Et il y avait donc ça grouillait de mécontentement. Trump a entendu ça. Il a entendu ce qui se passait. Il s'est dit, je vais surfer là-dessus. Et il surfe là-dessus. Il leur dit, je vais vous représenter. Je suis en colère comme vous. Si vous regardez Trump, durant ses soi-disant débats à la télévision, il a un regard renfrogné, mécontent. Et en regardant ça, j'ai vite compris pourquoi il avait obtenu l'appui de tellement d'Américains. Parce qu'il exprimait leur colère. Leur colère à l'effet qu'ils étaient devenus plus pauvres. Leur avenir était bloqué. Ils avaient perdu leurs emplois, certains leurs entreprises. Et le lien est fait avec la Chine de cette manière-là. Pour dire, vous avez perdu à cause de la mondialisation, ce qui est vrai, et la mondialisation, c'est à cause de la Chine. Donc, il faut s'opposer à la Chine. Trump est toujours anti-chinois. Il a derrière toute sa politique, jusqu'à aujourd'hui. L'objectif, c'est d'affaiblir la Chine afin de ramener des emplois aux États-Unis. Il ne va pas le faire. Mais dès le premier mandat, je dis, il ne va pas réussir. C'est une utopie. C'est un rêve. Ça ne peut pas se produire parce que ce n'est pas rentable. C'est pas rentable. On peut dire, on va ouvrir des emplois aux États-Unis. Bien sûr, on peut le vouloir. Mais ce n'est pas rentable pour les entrepreneurs. C'est plus rentable de produire ailleurs. Donc, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir maintenant non plus. Le seul moyen où il peut espérer avoir des entreprises, c'est en tuant les économies européennes. L'Allemagne en particulier, en ôtant leur source de matières premières ou d'énergie, les obliger à se déplacer aux États-Unis. Quelques-unes l'ont fait, mais ça ne va pas réindustrialiser les États-Unis. Mais c'est pour vous dire que sur le plan politique, il arrive là, il est le résultat de la crise de l'impérialisme américain, de la crise de la mondialisation libérale ou néolibérale des années 90-2000. Et il essaie de représenter ces personnes ou ces millions qui ont été maltraités par l'histoire. Alors, c'est un jeu d'équilibrisme qui ne réussit pas très bien, parce qu'en réalité, Trump est soutenu par les milliardaires. Donc, Là, la question, excusez-moi, je vous interromps, mais en fait, qu'est-ce que Trump représente exactement? Qui est derrière lui, ces milliardaires-là? Ils représentent quoi? Et ils sont contre quel autre milliardaire? Parce qu'on sait, entre moi et vous, ils sont fous des gens de la classe moyenne. Il y a deux types de pensées ici qui sont en guerre présentement dans les États-Unis, les néolibérales et les personnes qui représentent Trump. Donc, qu'est-ce que Trump représente exactement? Je pense que ce sont les mêmes milliardaires. Trump représente une autre stratégie. La différence entre les néoconservateurs ou les mondialistes traditionnels et Trump, c'est une différence de stratégie, pas de l'identité des appuis. Les appuis sont les mêmes. Ils financent tout le monde. Ces milliardaires financent tout le monde pour ne pas prendre de risques, avoir des soutiens ou des exécutants partout. Trump essaie de les amener vers une autre stratégie, de se refermer sur les États-Unis si possible, de réindustrialiser si possible. Il ne va pas réussir, mais il essaye, il pousse dans cette voie-là, mais ce ne sont pas des entités différentes qui s'affrontent. Ce sont des stratégies différentes pour la même entité. La classe dirigeante américaine est la même. Bon, évidemment, il y a des secteurs, il y a le secteur financier qui est le plus fort. Inévitablement, Trump doit se soumettre à ce secteur financier. Il a aussi ses amis du foncier, du monde de l'immobilier. Il y a peu d'industriels.
Et il y a ceux qui produisent l'industrie de l'armement. Hein. Donc, il a l'appui de tous ces gens-là, mais il doit leur trouver une formule pour établir la rentabilité, le caractère fonctionnel de l'économie américaine. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Mais c'est une voie, on peut dire, de désespoir pour un système qui est arrivé à une impasse. L'impasse de la crise économique, l'impasse de sa domination mondiale qui n'est plus possible. Vous savez, les États-Unis, autrefois, avaient un plan de capacité de faire la guerre, 2 guerres conventionnelles en même temps. C'est perdu. Ils ne peuvent pas faire 2 guerres conventionnelles en même temps. Ils ne peuvent même pas faire une guerre conventionnelle en même temps, à la fois. Donc, il y a un affaiblissement inévitable sur le plan historique. Ce n'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas de responsable à ça. C'est un phénomène historique d'une évolution d'une puissance impériale vers l'affaiblissement. Et Trump arrive là avec une tentative de le sauver. Il veut le sauver. Il n'est pas contre l'impérialisme. Au contraire, il veut le sauver. Vous avez dit que une des options, ce serait d'affaiblir l'Europe. Et j'imagine le Canada aussi. Je ne sais pas si vous avez vu à Davos aujourd'hui, durant le Forum économique mondial aujourd'hui, Mark Carney a dit que l'ancien ordre mondial ne reviendra pas. Et que le président français aussi, Macron, parle de respect plutôt que de brutalité. Est-ce que l'Europe a réellement changé de posture dans l'ordre mondial ou est-ce que c'est surtout un changement de discours simplement? Non, l'Europe est dans une situation critique aujourd'hui. C'est un des phénomènes les plus fascinants, intrigants d'ailleurs. L'Europe est en train de se suicider. Hein. Elle a jusqu'à la guerre en Ukraine, jusqu'en 2022, elle semblait avoir une certaine indépendance, certaine, pas vraiment, n'était pas vraiment indépendante, elle est toujours satellisée par les États-Unis. Mais ce que l'on voit aujourd'hui est un phénomène je dirais, à caractère de psychologie collective des dirigeants européens. Regardons bien la situation. En 2022, ce sont les États-Unis qui entraînent l'Europe dans la guerre contre la Russie, dans l'appui à l'Ukraine, qu'en fait c'est une guerre contre la Russie, une guerre par procuration, une guerre en utilisant l'Ukraine contre la Russie. Les Européens embarquent. On leur demande d'imposer des sanctions à la Russie, et ils le font. C'est comme leur dire amputez votre bras, et ils le font. Ensuite, on leur dit amputez votre jambe, et ils le font. Alors, on dit mais vous êtes fous, vous perdez la tête. Sans doute que leur calcul, comme celui des États-Unis, était que la Russie allait s'effondrer très vite. Et alors, la petite souffrance de la perte de l'énergétique russe allait être compensée par la mainmise sur la Russie, après la défaite. Ça ne s'est pas produit. Alors, pendant 4 ans, on a tout essayé contre la Russie, et on voit bien que c'est un échec évident. Alors, pour les États-Unis, il y a une différence entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, comme puissance dominante, regardent la situation et se disent mais c'est une mauvaise affaire. On a dépensé, ce sont les États-Unis qui ont dépensé le plus pour soutenir le régime de Kiev. C'est une mauvaise affaire. Nous sommes des hommes d'affaires, donc il faut arrêter ces dépenses inutiles. C'est tout ce que fait Trump. Trump ne veut pas une victoire russe. Trump ne veut pas une défaite ukrainienne. Il veut simplement éviter pour les États-Unis des dépenses inutiles, pour une affaire qui est perdue. Alors, les Européens, c'est la chose, ici, la partie la plus fascinante. Les Européens regardent ça, et plutôt que de se dire, mais c'est l'occasion pour nous aussi de nous retirer de cette mauvaise affaire. Au contraire, ils foncent tête baissée. Depuis janvier 2025, l'année dernière, on a eu cette étrange découverte d'Européens plus belliqueux que les États-Unis. Se disant, il faut aller jusqu'au bout. La Russie nous menace, la guerre contre la Russie. Et depuis une année, on n'entend que ça. Et il faut se préparer à une guerre générale. On a des discours de certains dirigeants européens disant, mais préparez vos enfants à mourir comme ils l'ont fait durant les grandes guerres précédentes. C'est un discours fou. Ils ont perdu la tête.
C'est là où on voit la différence entre le maître et ses vassaux. Le maître voit mieux la situation et essaie de retirer ses billes parce que l'affaire est perdue. Éviter davantage de pertes. Les vassaux, eux, ne réfléchissent pas. Ils sont comme sur pilote automatique. Ils continuent à parler comme si on était en 2022, à l'époque où on nous parlait d'une victoire ukrainienne. C'est difficile d'expliquer cette russophobie, honnêtement, je ne comprends pas. Je parle de grands États, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne. J'ai de la difficulté à comprendre comment ils ne voient pas que rien ne va se passer à part perdre plus de territoire ukrainien. Et comme vous avez dit, ils sont en train de s'amputer. Ils ne devraient pas être interdépendants des États-Unis, ils devraient être interdépendants de la Russie à cause de l'énergie. Mais c'est justement la complémentarité évidente. Mais c'est justement une complémentarité qui a commencé même à l'époque soviétique, au moment où l'Union soviétique a commencé à exporter du pétrole et du gaz. Les Européens étaient preneurs. Et ce sont les États-Unis qui ont tout fait pour leur dire n'achetez pas, n'établissez pas de rapport avec eux. Ils sont des communistes, etc. etc. Après le démantèlement de l'Union soviétique, eh bien, la Russie était un pays capitaliste comme les autres. Et alors, elle a commencé à exporter du gaz et du pétrole. Et les pays européens ont importé du pétrole et du gaz, bon marché. C'est raisonnable, c'est juste à côté. Bon. Les États-Unis ont tout fait pour les gêner, mais ils n'ont pas réussi. Même Nord Stream le gazoduc a été établi contre la volonté américaine. Alors, arrive 2022 et c'est l'occasion pour les États-Unis de rompre ce lien. Le lien évident entre des pays européens. La Russie est un pays européen, en partie en tout cas un pays européen. Alors, rien de plus normal qu'il y ait des rapports économiques entre les deux. Des matières premières russes contre des produits industriels européens. C'est une relation évidente. Ils ont tout sacrifié. Ils ont sacrifié cela, ils sont maintenant dépendants de sources énergétiques étrangères qui leur coûtent 4 fois plus cher. Leur économie est en morceaux. L'Allemagne, qui est la puissance industrielle de l'Europe et même du monde pour certains secteurs, est maintenant en état de désindustrialisation. Elle a perdu sa primauté. Alors, vous posez la question, pourquoi ils sont anti-russes? C'est justement parce qu'ils ont commis tellement d'erreurs depuis 2022. Ils ont fait tellement de sacrifices de leur économie qu'il y a des dégâts à cacher, qu'il y a des choses à camoufler. Et la meilleure façon de les camoufler, c'est en disant qu'on est en état de guerre. La guerre justifie tout. Ça justifie les sacrifices. On dit aux populations, vous payez plus cher, vous perdez vos emplois, l'inflation est très forte. C'est parce qu'on est en guerre. Donc c'est justifié. Donc la raison est d'abord interne. C'est une raison de maintien du statu quo à travers l'invention d'un ennemi étranger. L'autre aspect de votre question est aussi très important, à savoir, ils voient bien que l'on est en train de sacrifier l'Ukraine. Mais on voulait sacrifier l'Ukraine depuis le début. Il n'y a rien de différent. L'Ukraine a été utilisée comme un bélier contre la Russie. L'objectif n'est pas de sauver l'Ukraine. L'objectif est de faire du tort à la Russie. L'objectif est de faire s'effondrer la Russie, de lui faire subir ce qu'on dit, comme les Américains disaient dès le début, une défaite stratégique. Défaite stratégique veut dire que le pays échoue sur le plan militaire, il échoue sur le plan économique, et on a alors cette révolution interne qui renverserait le régime et mettrait en place un régime pro-américain. Comment le faire? Eh bien, en sacrifiant des Ukrainiens. Les Ukrainiens, ici, sont les victimes d'une politique cynique, d'un impérialisme en état de crise. Donc, le sacrifice de l'Ukraine est déjà intégré dans la stratégie. Il fait partie de la stratégie. Et voir des Ukrainiens mourir, c'est dommage, mais c'est le prix à payer, diraient les Américains. Ou diraient ceux qui ont les néoconservateurs américains et européens qui veulent affronter la Russie, qui veulent que la Russie s'effondre. Donc, l'effondrement de la Russie à tout prix. Vous avez mentionné le mot stratégie, vous avez mentionné aussi les accords de Minsk. Je serais intéressé de savoir de votre côté, est-ce que les accords de Minsk
faisait partie du stratagème pour la guerre la guerre russo-ukrainienne en 2022, ou non, par exemple, des gens comme la présidente ou la première ministre Merkel, on dit premier ministre ou présidente? La chancelière. Chancelière, ça, Ouais. excusez-moi, chancelière. Est-ce qu'elle était un peu plus logique que les autres dirigeants européens, par exemple? Parce que je sais que c'était très important pour elle d'éviter cette guerre russo-ukrainienne. Mais est-ce que je me demande par contre, avec cette russophobie, est-ce que ça faisait juste partie du stratagème ou il y avait un peu plus de... en arabe, on dit ouais, mais je ne sais pas c'est quoi le mot. Souci. Un souci. Oui. Exactement. Bon, les accords de Minsk, c'est très intéressant. Ils sont une tentative européenne d'éviter que la situation en Ukraine s'embrase, dans le Donbass en particulier, que l'armée ukrainienne attaque les populations, que ça se transforme en bain de sang, etc. Et de régler aussi le problème politique, savoir quel serait le statut de ces régions. Alors, les accords de Minsk 2015, c'est un an après le début, après l'arrivée au pouvoir du régime de Maïdan, et un an de combat. Un an de combat durant lequel l'armée ukrainienne n'a pas très bien, n'a pas fait une belle démonstration de sa puissance. Au contraire, elle était en difficulté face aux républiques du Donbass, de Lugansk et du Donetsk. Donc le rapport de force n'était pas complètement favorable à l'armée ukrainienne. Alors, c'était le moment de négocier quelque chose. La Russie était d'accord, la France et l'Allemagne étaient d'accord, et on négocie à Minsk un arrêt des combats et surtout l'autonomisation de ces régions à l'intérieur de l'Ukraine. Il n'est pas question de sécession à ce moment-là, même si ces républiques demandent la sécession, même si elles se tournent vers la Russie dès 2014. La Russie ne répond pas à ça. La Russie n'était pas à l'origine favorable au démantèlement de l'Ukraine. Alors, les accords de Minsk, c'est un moment d'équilibre où l'on pouvait arriver à une entente. Donc l'entente, c'était l'arrêt des combats et l'autonomisation à l'intérieur de l'Ukraine. On s'est dit, mais c'est bien, c'est terminé. En fait, l'armée ukrainienne n'a pas cessé de combattre et d'attaquer les populations russophones. Donc les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Et c'est là le grand problème. Les Français, les Allemands, qui étaient les garants occidentaux, n'ont rien fait pour soutenir l'accord qu'ils avaient parrainé. Donc les accords de Minsk n'ont jamais été appliqués. Et, chose intéressante, et ça c'est vraiment ahurissant à entendre, après l'intervention russe en 2022, et c'est à la fin de 2022, on entend Merkel, on entend François Hollande, le président français de l'époque, dire qu'en réalité, nous n'avons jamais pris au sérieux les accords de Minsk. C'était une question de gagner du temps pour donner le temps à l'armée ukrainienne de se renforcer, de s'équiper, de s'entraîner. Je tombe des nues, non pas que je ne le savais pas, mais qu'ils le disent avec une telle franchise. On se dit, mais vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe. Soit ils sont tellement confiants qu'ils vont arriver au résultat voulu, l'effondrement de la Russie, qui peuvent dire n'importe quoi maintenant, soit ils ont perdu la tête. Mais c'était la vérité. La vérité, c'est que les accords de Minsk, qui étaient prometteurs, sont devenus un prétexte ou un piège pour gagner du temps, attendre que l'OTAN renforce l'armée ukrainienne, et il l'a fait, et que l'OTAN construise alors les fortifications très importantes qui sont à la bordure du Donbass, et que la Russie est en train de prendre maintenant. Mais c'est des fortifications très sérieuses. Ce n'est pas quelque chose qui peut être démantelé rapidement. Donc, il y a déception, il y a perfidie dans les accords de Minsk, alors même que les accords de Minsk étaient prometteurs, étaient intéressants. Pour revenir à l'Europe et l'ordre mondial, ma question était, considérant ce qui s'est passé à Davos aujourd'hui, ce que le président Macron a dit, ce qui se passe au Groenland, Mark Carney est allé en Chine dernièrement, est-ce que vous pensez qu'on assiste vraiment à un nouvel ordre mondial?
On est déjà dans un nouvel ordre mondial, avant même l'affaire du Groenland. L'ordre mondial unipolaire est terminé. Il n'y a rien de... Même le secrétaire d'État Rubio, au début de 2025, au moment de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, avait dit que l'ordre unipolaire est terminé. Il n'y a pas d'ordre unipolaire maintenant. Il y a les États-Unis, qui sont toujours puissants, mais il y a la Chine, qui est évidemment puissante sur le plan économique, en tout cas pas sur le plan militaire. Elle n'a pas à agir sur le plan militaire. Et la Russie, qui est puissante sur le plan militaire. Donc, il n'y a plus d'ordre unipolaire. Il y a une période de flou et de transition. Ma question n'était pas plus par rapport à l'ordre mondial, peut-être ça serait plus, est-ce que les partenariats mondiaux ont changé? Donc, est-ce que l'Europe se dirigera beaucoup plus vers la Chine maintenant? Macron a parlé de ça. Ou ça, c'est juste un changement de discours pour faire allusion aux Américains que, écoutez, on a d'autres options, mais en réalité, on va rester avec vous. Comme ils ont fait à Minsk, mais d'une manière différente un peu. Macron est désespéré. Il a cette habitude de lancer des petites phrases ici et là pour donner l'impression qu'il a une politique. En fait, il n'en a pas. Il est prisonnier de sa politique et il se rend compte que cette politique mène au désastre. Et alors, chaque quelque temps, il lance une déclaration, il dit « Alors, on va parler à ceci, on va faire cela ». Mais en fait, il s'est tellement engagé auprès des États-Unis que les États-Unis n'ont pas à prendre ça au sérieux. Cela dit, l'Europe est dans une très mauvaise passe. Disons que le piège s'est refermé sur l'Europe. Le piège est que l'Europe s'est considérée alliée des États-Unis, donc à l'abri de pressions américaines, alors qu'en fait, pour les États-Unis, l'Europe n'est qu'un satellite. Et quand la puissance impériale est en difficulté, elle demande à ses satellites et à ses vassaux de l'aider. Payez pour nous, dépensez pour nous. Et si vous ne le faites pas, eh ben on va prendre chez vous ce que nous voulons. C'est ce que l'on voit avec les tarifs. Avec les tarifs, avec le Groenland. C'est en train d'arracher une partie du territoire. Est-ce que vous pensez réellement qu'il va le prendre? Il y a une telle insistance qu'il faut croire qu'il se dédierait s'il ne le faisait pas. Ce qui serait épeurant, c'est que s'il le prend, pourquoi pas prendre le Canada non plus? Mais évidemment. Évidemment. N'oubliez pas qu'en 2025, le premier sur sa liste, c'était le Canada. Et il est entré au pouvoir en parlant du 51e État canadien. Le 51e État américain, pardon. Et au Canada, on est choqués. Mais c'était pratiquement une des premières déclarations qu'il faisait. On s'est dit, il a perdu. Bon, il n'a pas perdu. Il a ça en tête. Il a remis un peu de côté parce qu'ils ont que le Canada, c'est un peu plus difficile que le Groenland. Donc, il est passé au Groenland. Le Canada ne va pas disparaître de son viseur. Parce que il a, et ça c'est une des inflexions de l'impérialisme américain aujourd'hui, comme la domination mondiale, l'impérialisme planétaire s'avère plus difficile qu'il ne le pensait. Impossible à maintenir face à son affaiblissement et à la montée en puissance de ceux qui ne l'acceptent pas. Il faut avoir quelque chose en main de solide, quelque chose qui pourrait compenser cette perte de domination et de contrôle dans le monde entier. Ce sont les Amériques. Donc ce document qu'ils ont publié à la fin de 2025, cette nouvelle stratégie dit essentiellement, nous allons nous dominer les Amériques et on va laisser le reste du monde. Je ne pense pas qu'ils vont laisser le reste du monde. Ça, c'est de la démagogie. Ils vont toujours s'ingérer dans les affaires du monde. Mais ils se sont dit que dans les Amériques, là, on est maître. On va être maître et il n'y a personne pour nous contester. Ou ça sera difficile pour les rivaux de nous contester. En Asie, c'est facile. Pour la Chine. En Europe, il a la Russie. Dans les Amériques, il n'y a pas grand monde. Donc, on va contrôler les Amériques selon un modèle de l'impérialisme d'autrefois, impérialisme territorial. Je ne pense pas que l'impérialisme mondialisé est terminé. Loin de là. C'est une question de temps. On va faire un repli temporaire, tactique,
se renforcer dans les Amériques et repartir à la conquête du monde. C'est pas fini, ça. Alors, le Canada est effectivement en danger. Le Groenland pourrait être pris. Mais alors, évidemment, les Européens seraient vraiment, vraiment écrasés. C'est façon de leur dire, vous ne comptez pour rien. Vous êtes là pour vous faire dérober. Nous avons besoin de matière pour nous faire, de substances pour nous faire vivre, et on va la prendre chez vous, tout simplement. Fermez-la, acceptez, et on va voir comment les Européens agiraient si effectivement les États-Unis arrivent là et prennent le Groenland. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Le Canada, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on ne sait jamais. Maintenant, on parle de nouvel ordre mondial. Que se passe-t-il avec le droit international? Quel droit international? Voilà ma réponse. Le droit international existe. Il est honorable, respectable. Il faut le respecter. Mais en fait, il n'a jamais été respecté. Il est soumis à la pression du plus fort, toujours. Ce que les États-Unis font maintenant, c'est mettre plus de pression sur le droit international, l'ignorer complètement. Mais ce n'est pas nouveau. Les États-Unis le mépris du droit international n'a pas commencé avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Les États-Unis méprisent le droit international depuis longtemps. Le plus puissant a toujours tendance à ne pas se conformer au droit international. Parce que le droit international veut dire égalité pour tous. Le plus puissant ne veut pas d'égalité. Donc le droit international va être de plus en plus bafoué. Très certainement. En parlant de bafouement de droit international, pourquoi est-ce que les États-Unis ont kidnappé M. Maduro? Bonne question. Jusqu'au bout, bon, je veux dire ce que je pensais de tout ça, parce qu'on voyait bien l'armada qui arrivait là. Et moi, en regardant ça, non, il ne va pas y avoir une invasion. Parce que d'abord, il n'y a pas assez de troupes. Ensuite, le Venezuela est plus compliqué qu'on le pense. Et finalement, les Américains ne veulent pas une guerre réelle, où il y a des combats. Trump lui-même n'est pas tout à fait favorable à ça, parce que ça va lui coûter cher sur le plan politique. Quelques morts américains, et c'est la crise aux États-Unis. Donc je savais que ça n'allait pas être une invasion militaire. Ce que je pensais qu'ils allaient faire au Venezuela, c'est une révolution de couleur classique. Ils ont des agents sur place, on le sait. La CIA est déjà sur place. Le NED, etc. sont déjà sur place. Donc je pensais qu'au moment convenu, ils allaient ameuter ou faire sortir des émeutiers, pour mettre du désordre, un peu comme ils ont fait en 2019 avec Guaido, du désordre, derrière lequel il faudrait le coup d'État. Le coup d'État avec l'appui justement des agents CIA au Venezuela, pour mettre au pouvoir cette personnalité nobelisée, qui n'a aucun appui au Venezuela, mais qui a été nobelisée exprès pour la prise du pouvoir, la préparer pour le coup d'État. Donc je pensais à une révolution de couleur. Classique. Ce qu'ils ont fait en 2019, mais qui n'avaient pas réussi en 2019. Ça ne leur a pas ça ne leur a pas échappé qu'une révolution de couleur est difficile. Alors, au moment où le kidnapping a eu lieu, j'ai dit, je comprends. La révolution de couleur n'était pas possible. Parce qu'ils n'avaient pas des soldats, ils n'avaient pas les troupes, ils n'avaient pas les combattants, ils n'avaient pas des émeutiers pour renverser le régime. Le kidnapping est une alternative, c'est un pis-aller pour l'impossibilité de déclencher une révolution de couleur. C'était la façon de se sortir du guêpier. On ne peut pas envahir, on ne peut pas faire une révolution de couleur, on ne peut pas rentrer chez eux et dire on a pris du soleil, on a du bronzage et maintenant on va rentrer chez nous. Ils doivent faire quelque chose. La chose qu'ils ont fait, c'est enlèvement. Alors l'enlèvement est en lui-même bizarre, parce que on entend le président est enlevé, mais toute la structure du pouvoir est en place. Il n'y a pas de changement de régime. Dès le 3 janvier, c'était clair, eux-mêmes, les États-Unis eux-mêmes le disaient, il n'y a pas de changement de régime, et il n'y aura pas de prise du pouvoir par Madame Camacho, qui a été nobelisée. Non, excusez-moi. Celle qui a été nobelisée, parce qu'elle n'a pas d'appui. Il l'a dit, là, je pense, la journée même. C'était incroyable.
j'ai écouté cela, j'ai dit, mais il est d'une franchise désarmante. C'est un homme honnête, entre guillemets. Il dit, nous sommes là pour le pétrole, rien d'autre. Il n'y a pas de stupéfiants. Cette affaire-là n'est rien. Et Mme Camacho ne sera pas au pouvoir parce qu'elle n'a pas assez d'appui. Il l'a écarté du revers de la main. Donc, ce que les États-Unis ont fait, c'est enlever le président, laisser en place le régime tel quel, en se disant, nous allons le contrôler. Donc, nous allons établir un protectorat. Essentiellement, le Venezuela, les États-Unis veulent établir un protectorat. Mais le côté le plus fascinant et, je dirais, irréaliste ou surréaliste de la situation, c'est que ce gouvernement reste en place et parle comme si on était sous Maduro et sous Chavez. Que le pétrole appartient aux Vénézuéliens, alors que Trump dit non, le pétrole m'appartient à moi, et c'est moi qui va recevoir les redevances pétrolières. Et la madame va faire ce que je lui dis, et elle dit, je représente les Vénézuéliens. C'est une situation absurde. Un protectorat sans troupes, avec un gouverneur général aux États-Unis, un gouvernement qui demeure un gouvernement nationaliste, apparemment, cette situation ne peut pas durer. Elle est instable. D'une façon ou d'une autre, elle doit être réglée. Soit que les Vénézuéliens vont se saouler, on ne peut plus entendre parler des États-Unis, soit que les États-Unis vont essayer d'envahir, je ne sais pas. Mais c'est une situation instable. Donc pourquoi l'enlèvement ? C'est l'impossibilité de monter une révolution de couleur. C'est un pis-aller. C'est la solution B. C'est l'option B à l'option A qui était justement le soulèvement avec renversement des régimes, mise en place d'une marionnette comme Guaido, comme Camacho. Mais ça, c'est avéré impossible. Ça veut dire que les Vénézuéliens n'étaient pas prêts n'étaient pas disposés à se laisser faire. Voilà. Mais quand même, de cette situation bloquée, a émergé une nouvelle formule. La formule des enlèvements. Désormais, chaque dirigeant se fera dire, mais si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, on va venir vous enlever. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous voyez une similarité? Qu'est-ce qui s'est passé avec Maduro et ce qui s'est passé avec le président Bachar al-Assad? Pas tout à fait. Dans la stratégie originelle, oui. Parce qu'en Syrie, en 2011-2012, l'objectif était de faire une révolution de couleur. Non, je suis d'accord avec vous. Je parle plus de la suite. Comment ils ont les deux disparu. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Bachar al-Assad a disparu comme le Shah, par exemple, de l'Iran en 1979, ou il a disparu comme Maduro, puis on ne connaît pas les détails derrière? Non, Bachar al-Assad a été affaibli, ou en tout cas s'est trouvé sans troupes pour le défendre. L'armée syrienne s'est désengagée. OK. Donc, à vos yeux, il n'y a pas de similarité. Ce n'était pas un kidnapping nécessairement. Non, il n'a pas été kidnappé. Ça, c'est certain. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite parce que c'est là les djihadistes, appuyés par la Turquie, se sont avérés plus forts que l'armée syrienne. L'armée syrienne a été... C'est désintégré. C'est désintégré pour toutes sortes de raisons. Moi, ça m'a rappelé la désintégration de l'armée irakienne devant Daesh. C'est à peu près la même chose. Première chose que j'ai dit, en entendant que Alep a été pris, qu'on marchait sur Damas, je dis, où est l'armée syrienne? Elle n'était nulle part. L'armée syrienne a cessé de se battre. Sans doute qu'il y a eu de la corruption, certainement. Comme il y avait des ententes aussi, non? Des ententes. Comme il y a eu certainement de la corruption au Venezuela. Mais c'est pour ça que je vois certaines similarités, malgré que ce n'est pas nécessairement exactement comme ça que ça s'est passé. Je ne veux pas trop tarder là-dessus. Revenons au kidnapping en tant que tel. Vous avez parlé de cette sincérité de M. Trump. Est-ce qu'on a transitionné de l'impérialisme discret à l'impérialisme assumé? De plus en plus. Ça vous montre à quel point il n'est plus utile ou même possible de camoufler. C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, il arrive un moment où la mise en scène n'est plus possible. Jusque-là, l'impérialisme mondialiste ou mondialisant des États-Unis était basé sur l'idée qu'on est en train de construire un monde libéral et démocratique.
que ce que nous faisons, c'est pour des valeurs, des valeurs, quoi. Ça ne tient plus à la route. Et inutile donc d'insister, de répéter des bêtises que personne ne croit. Donc, il n'y a plus de franchise. Obligé, parce que la réalité s'impose. On peut mentir, mais il arrive un moment où les gens font la comparaison entre ce qu'on leur dit et ce qu'ils voient, et se rendent compte que ce n'est pas la même chose. Et on finit toujours par choisir ce que l'on voit plutôt que ce qu'on entend. J'imagine, je pose la question en fait pour savoir, à votre sens, quelle est la raison, quel est l'élément déclencheur qui a obligé les États-Unis à assumer cet impérialisme? Est-ce que c'est la guerre ukrainienne avec la Russie? Est-ce que c'est le 7 octobre? Est-ce que c'est avant cela? Est-ce que c'est une combinaison de tout cela? Bon, la question de qu'est-ce qui est obligé de devenir impérialiste? Non, en fait, pas obligé d'être impérialiste. D'assumer publiquement cet impérialisme. De se foutre de toutes ces règles qui, dans un sens, protégeaient l'image des États-Unis. Ouais, Maintenant, les États-Unis s'en foutent de leur image. Ils font ce qu'ils veulent. Ce sont les échecs. Les échecs d'une politique de camouflage, du contrôle informel, qui ne marchait plus, fonctionnait plus. Le nombre d'opposants se multipliait. Les tentatives de les renverser, de les détruire, ne fonctionnaient pas. On détruisait des pays, mais on n'arrivait pas à mettre en place des régimes fonctionnels. La Libye est un exemple parfait du passage des États-Unis dans le portrait. L'Irak est un exemple aussi de ce phénomène. On conquiert avec drapeau en l'air, on arrive pour libérer. Et qu'est-ce qu'on a produit? On a produit du chaos. On a produit le désastre. Donc, on ne peut plus croire à un discours bienfaisant, un discours d'amélioration du sort des autres. Et alors, il devient impossible de le tenir, ce discours. On est bien obligé de dire la vérité. Aussi, la raison que j'ai nommé aussi spécifiquement le 7 octobre, c'est parce qu'après avoir soutenu un génocide pendant 2 ans, c'est impossible de soutenir un discours de bienfaisant. Vous avez utilisé ce terme-là. Parce qu'à mon sens, le 7 octobre, dans notre dernière entrevue, vous avez dit que c'était une manière de la résistance palestinienne de renverser la table. Parce que si vous regardez, il y avait un plan déjà établi à part les sionistes et les États-Unis, pour pouvoir faire cette grande guerre et peut-être se débarrasser de tout le monde qui habitait à Gaza. Et si on regarde même au sud du Liban avec le Hezbollah, après, si on étudie ce qui s'est passé les 2-3 dernières années, on sait que les walkie-talkies qu'ils ont explosés, ils sont entrés chez le Hezbollah en 2016. Les pagers qu'ils ont explosés sont entrés en 2022. Il y avait un plan déjà établi pour pouvoir passer le tout calmement, avec une belle image, peut-être comme ils ont fait avec le Hezbollah, si vous vous rappelez bien, en juillet, ils ont assassiné Fouad Choukr. Ils ont dit que le Hezbollah avait frappé les Druzes dans, comment on appelle le Golan. Le Golan. Ouais. Puis ensuite, ils ont assassiné, je pense qu'une semaine plus tard, Saïd Fouad Choukr. Quand ils ont vu que, à cause du 7 octobre, ils n'ont pas pu continuer avec ce plan-là, ils ont décidé, vous savez quoi, on va aller jusqu'au bout, peu importe notre image. Oui, c'est-à-dire que le plan américano-israélien, les deux vont de pair, de contrôle de tout le Proche-Orient est en place depuis longtemps. Et on y avançait de divers moyens, par la voie du renforcement militaire et du sabotage comme les pagers, etc., mais aussi par la voie économique, par la voie, ces accords soi-disant d'Abraham sont une façon d'intégrer les pays arabes avec Israël sous l'égide américaine et inévitablement de revenir à ce projet des années 2000, à partir de 2005, de former une coalition militaire arabo-israélienne contre l'Iran. Exact. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé autour de 2005, l'idée que, comme les États-Unis n'arrivaient pas à passer de l'invasion de l'Irak à l'invasion de l'Iran après 2003, pourquoi ne pas faire en sorte que les Arabes s'entendent avec Israël,
fasse une alliance et attaque l'ennemi iranien, qui est un danger pour tous, etc., etc. Ça n'a jamais fonctionné. Bon, alors ils ont essayé plutôt la voie économique, les accords d'Abraham. Tout était en place pour aller dans ce sens. Le contrôle de la région à travers Israël, contrôle états-unien. Bon, le 7 octobre oblige à se battre, oblige à défendre ce projet par la force. Bon, ils sont prêts. Alors, Israël, avec l'appui des États-Unis, est parti alors à la guerre contre tout le monde. Contre les Palestiniens, contre le Hezbollah et le Liban. La Syrie a été renversée, pas par Israël, mais par la Turquie. Et on savait très bien qu'en bout de ligne, ce serait l'Iran. Il n'y a pas de mystère. Donc, le 7 octobre a été un accélérateur. Un accélérateur, ce qui a pris l'Empire par surprise. C'est ça que je veux dire. C'est dans un sens, cet accélérateur-là a obligé les États-Unis et les sionistes de faire tomber les masques et d'agir comme s'il n'y avait plus de règles. Et en conséquence, puisqu'ils ont agi de même pendant 2 ans, maintenant, ça ne sert plus à rien de remettre le masque parce que tout le monde vous a vu comme vous êtes exactement. Tout à fait. C'est la réalité. C'est la forme de la réalité qui s'impose et déchire les masques, oblige le menteur ou l'hypocrite à révéler son vrai visage. Donc, les Palestiniens, en quelque sorte, ont réussi. Parce que c'était le but, c'est d'arrêter une spirale qui les éliminait complètement. Jusqu'au 6 octobre, mais ils n'étaient pas dans le portrait. Ils allaient être complètement étouffés. Bon, le 7 octobre a donné une occasion de se relever, de se manifester. Ils n'ont pas encore réussi, mais Israël non plus n'a pas réussi. Parce que l'objectif du 7 octobre, c'est un génocide. Le génocide n'a pas réussi. La guerre contre le Hezbollah n'a pas réussi. La guerre contre l'Iran, l'année dernière, n'a pas réussi. Donc, il y a eu un Israël déchaîné avec l'appui des États-Unis, pensant pouvoir, une fois pour de bon, régler tous ses problèmes, établir son hégémonie et l'hégémonie américaine dans la région, et ils n'ont pas réussi. Mais effectivement, vous avez raison, le caractère génocidaire des opérations contre les Palestiniens a révélé tout. Et surtout, l'appui occidental. Et on a vu en Occident des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant dans les conflits du Proche-Orient. C'est-à-dire une politique officielle des États d'interdire toute prise de position ou toute opinion qui critique Israël, de la criminaliser. Ça, c'est nouveau. Les États occidentaux ont toujours été pro-israéliens. Mais ils jouaient aux hypocrites. On est équitable, on regarde les deux parties, mais c'est pas vrai. À partir du 7 octobre, c'était évident, dès le 8 octobre d'ailleurs, interdit de dire quoi que ce soit qui critique Israël. Les manifestations étaient interdites avant même qu'elles n'aient lieu. Et par la suite, il y a eu alors des actions étatiques pour nuire à des personnes qui critiquaient, les punir, les criminaliser, etc. Donc, c'est l'association occidentalo-israélienne n'a jamais été plus proche et plus évidente. Donc, les Occidentaux, gouvernement en tout cas, se sont discrédités par cette association intime avec Israël et l'association affichée. Ça, c'est nouveau. Normalement, durant les attaques israéliennes du passé, l'Occident dit il faut que la violence cesse. On ne dit pas de qui vient la violence. Il faut que la violence cesse. Mais à partir du 7 octobre, non, c'était les Palestiniens qui étaient responsables de tout. Ils avaient commis, comment ils appellent ça, on voit ça dans tous les articles comme un mot répété constamment, une attaque sans précédent. Une attaque sans précédent contre des civils israéliens. Donc, il y a des mots d'ordre qui sont. Il y a une affaire sémantique dans tout ça. Il y a des mots qui sont à répéter par les médias, des mots qui sont interdits. Utiliser certains mots veut dire que vous n'allez pas être publié.
Donc ça, c'est une action de favoritisme et je dirais, de parrainage du sionisme qu'on n'avait jamais vu auparavant. Maintenant, on va parler des sujets d'actualité en Asie de l'Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran ces dernières semaines? Il s'est passé l'échec d'une tentative de révolution de couleur. Le plan. C'est quoi le plan? Le plan procède de la guerre de juin dernier. La guerre de juin dernier a échoué. C'était une agression conjointe américano-israélienne pour abattre l'État iranien et espérer qu'avec le désordre apparaîtraient des putschistes qui prendraient le pouvoir. Ça ne s'est pas produit. Et pire, l'Iran n'a pas croulé. Pire encore, l'Iran a pu riposter et mettre Israël en difficulté. Vers la fin, les missiles iraniens commençaient à faire de véritables dégâts en Israël. Israël avait perdu son stock de missiles antimissiles. Les États-Unis n'en avaient plus. On avait très peu. De sorte que la perspective était que si la guerre continuait, Israël allait être démoli, largement. C'est pourquoi Israël demande de cesser le feu. Et Trump doit inventer une façon de leur donner un cessez-le-feu, dire on va envoyer des bombes sur les sites nucléaires iraniens. Ça, on va s'arranger avec les Iraniens d'ailleurs pour leur dire il y a des bombes qui arrivent, retirez votre matériel et vous allez les riposter à un endroit précis où les soldats américains ne seront plus là, de manière à dire mais nous avons gagné, on a montré notre force. C'est très important pour Trump. Et je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons de la tentative de mainmise sur le Groenland. J'ouvre une petite parenthèse, le Groenland est ouvert aux Américains. Ils ont une base militaire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'influence militaire russe ou chinoise. Alors pourquoi prendre le Groenland? À part simplement montrer qu'on est plus fort. Alors, de cette guerre de juin 2025, ils ont tiré la conclusion qu'une nouvelle guerre allait produire le même résultat. Tout le monde attendait une nouvelle guerre. Mais dès l'automne 2025, côté israélien, on avait entendu des bruits disant que ce n'est pas une bonne idée de faire une nouvelle guerre, de toute façon on va la perdre. Il faut plutôt agir par la subversion. Par une attaque par le nord, si possible, faire entrer des Kurdes, des Azerbaïdjanais du nord, pour éviter l'échec un nouvel échec. Et donc les menaces de guerre contre l'Iran continuaient, mais ce n'était pas vraiment une guerre classique qu'on attendait, compte tenu que l'Iran, n'oublions pas, s'est renforcé depuis juin. Ils ont appris des choses, ils ont renforcé leur défense anti-aérienne, donc le résultat allait être le même, ou pire, même pour les États-Unis et pour Israël. Alors la voie à suivre était une révolution de couleur. Et effectivement, Netanyahou est à Washington le 27 ou le 28 novembre. Le 28 décembre commence alors des troubles en Iran. Troubles provoqués par la chute du rial. Une chute provoquée par des actions américaines, des ventes, des pressions américaines sur la monnaie iranienne, qui a créé le mécontentement dans les milieux commerçants. Dans les bazars. Dans les bazars. Il y a déjà du mécontentement à cause des sanctions en matière de mode de vie, de conditions de vie. Donc la population est certainement sous pression. Dès le 28, il y a des manifestations. Les manifestations commencent, on dit là, j'entends ça, dit la voie de la révolution de couleur a été prise. Et la révolution de couleur s'est accentuée après le 8 janvier. Et l'idée était la suivante. Les bombardements militaires, les bombardements américains et israéliens, allaient se produire si la révolution de couleur fonctionnait. C'est-à-dire que si le régime iranien commençait à vaciller, alors ses défenses aériennes seraient en désordre. Les ordres ne seraient pas bien suivis, etc. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis et Israël bombarderaient en ayant plus de sécurité qu'ils n'avaient en juin dernier. Donc la succession était là. Un succès de la révolution de couleur en Iran
allait permettre, ouvrir la voie à l'attaque militaire. Et on attendait. Côté américain, côté israélien, ils attendaient, voir les résultats. Qu'est-ce que ça allait donner? Et ça n'a rien donné. Parce que on parlait de mort, etc. C'est vrai. Mais il n'y a pas eu de défection dans le régime. Le système de communication qui avait été rompu avec l'Internet, mais le système de communication de remplacement qui avait été envoyé par Elon Musk, le Starlink, a été lui aussi mis hors service. Donc il n'y avait pas les moyens de communiquer avec les émeutiers. C'est-à-dire attaquer ici, attaquer là, etc. C'est vital dans une révolution de couleur. Ce qui pose la question, comment ils ont l'information qu'il y a 12 000 morts iraniens? Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information. C'est d'invention. Mais ça fait partie de l'intoxication typique des révolutions de couleur. L'intoxication, c'est on accentue, on invente des choses. On vous dit, ils sont en train de massacrer, ils sont en train de manger des corps, de détruire, etc. Pour créer dans l'opinion publique occidentale, et si possible dans l'opinion publique du pays, si elle reçoit cette information, un sentiment de dégoût, d'horreur et de justification pour le coup d'État. Si on vous dit que ce régime est responsable de crimes abominables, là vous dites, mais il faut le renverser, ce régime. Alors, toute information arrivant ou transitant durant une révolution de couleur ne doit pas être prise à la lettre. C'est de l'intox. Il y a peut-être un petit élément d'information et tout le reste, c'est du grossissement. Alors, parmi les éléments d'explication de l'échec de la révolution de couleur, il y a ce qu'on a vu dans les précédentes révolutions de couleur en Iran, des manifestations massives en faveur du régime, dont on ne parlait pas en Occident. Évidemment. On parlait simplement des manifestations du début contre le régime, mais pas celles qui sont venues après. Et chacune des révolutions de couleur en Iran, 2009, 2019, 2022, ont été étouffées par les manifestations favorables au régime. Et il y en a une. 2 jours plus tard, Trump dit, finalement, le régime n'est pas en train de massacrer sa population. Il y a moins de tueries aujourd'hui. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit c'est terminé. C'est terminé parce que tout était basé sur le succès de la révolution de couleur et suivi d'un bombardement américain israélien. S'il dit, et comme il disait que nous allons intervenir, s'il y a des morts ou si les morts continuent, etc., s'il annonce qu'il n'y a plus de morts, non, c'est pas vrai, il invente. De toute façon, c'est une façon de dire je ne vais pas bombarder. Et c'était fini. Dès la déclaration de Trump, vous savez, c'était le révélateur que l'affaire avait échoué en Iran. Donc l'échec principal, c'est l'échec de la révolution, cette soi-disant révolution de couleur. La révolution de couleur qui avait cette particularité qu'elle était ouvertement soutenue par Israël. Une situation des plus incroyables, des manifestants à Paris, des manifestants à Montréal, portant d'abord l'image du fils du chat et des drapeaux israéliens. C'est exactement le genre de choses qui repousse, qui est un repoussoir pour les Iraniens. Leur dire, vous allez retourner à l'époque du chat et de la savate. Hein. Cet individu qui est ouvertement une marionnette israélienne. Il ne cache pas le fait qu'il est parrainé par Israël, qu'il est l'homme d'Israël. C'est Israël qui le met sur la scène publique, sur la scène politique. Et le présenter ainsi, je me suis dit, c'est vraiment... On a perdu toute pudeur, toute tentative même de camoufler quoi que ce soit. Les révolutions de couleur du passé, 2009, 2019, 2022, ont aussi été appuyées par les États-Unis et Israël. La CIA, le Mossad sont là. Mais c'était camouflé. Que non, c'est les Iraniens qui se soulèvent. Il y avait une gêne. Il y avait une gêne. Il n'y a plus de gêne. Ils ont dit ouvertement que... Alors ça peut être un excès de confiance. Je crois que je l'attribue à cette pensée ou à cette illusion de leur côté que l'affaire était déjà gagnée, qu'on n'avait rien à cacher de toute façon. Mais ils se sont trompés. Donc, on va passer aussi avec ce qui se passe en Syrie. Qu'est-ce qui se passe en Syrie selon vous?
Il y a un gouvernement de djihadistes qui essaie de rétablir son autorité sur la Syrie, qui n'y parviendra pas parce qu'il est... Ils ont réussi avec les Kurdes dernièrement. Oui, les Kurdes, c'est quelque chose que les Turcs appuieraient. Hein. Bon, c'est un succès. Hein. Disons que tout gouvernement syrien essaiera de contrôler son territoire, d'éviter qu'il y ait des régions sécessionnistes, comme le soi-disant Rojava. Hein. Donc il essaie d'établir son autorité sur le territoire, mais il est désarmé. Israël a retiré à la Syrie pratiquement son armement. Il a détruit son armement. La Syrie n'a pas l'armement pour se défendre. Elle est à la merci donc d'Israël du Sud, des États-Unis à l'Est, et la Turquie soutient ce régime dans l'espoir de contrôler toute la Syrie. C'était l'objectif du renversement de 2024. Pour la Turquie, ces djihadistes sont des pions à utiliser pour contrôler la Syrie. Bon. Alors, pour le moment, le gouvernement a une certaine autorité dans certaines régions, mais pas dans d'autres. Alors, ce que l'on prévoit en Syrie, c'est éventuellement un conflit, un affrontement entre Israël et la Turquie. Parce que la Turquie veut contrôler toute la Syrie et Israël aimerait bien contrôler le Sud. Compléter son occupation du Golan, prendre plus de territoire au sud de la Syrie et faire en sorte, en tout cas, que le sud de la Syrie soit complètement à la merci d'Israël, comme ils espèrent le faire au Liban. Donc, il y a une contradiction entre les intérêts turcs et les intérêts syriens, et les intérêts israéliens. Hein. Les deux étaient favorables aux djihadistes. Ils ont porté les djihadistes au pouvoir. Maintenant, ils sont face à face. Ils ont retiré ce que les deux contestaient, c'est-à-dire une Syrie indépendante. Le régime est tombé, mais ça les amène à être face à face maintenant. Hein, c'est latent, c'est pas encore évident, mais c'est latent. C'est que qui va finir par contrôler la Syrie? La Syrie ne va pas être indépendante. Ça, c'est une des choses qu'elle a perdues. C'est ça le résultat de cette guerre menée contre la Syrie. Elle lui a fait perdre son indépendance au profit de voisins qui sont expansionnistes et voraces. Par rapport au Liban, on va reprendre votre phrase très connue que vous avez utilisée durant notre entrevue. Vous avez dit « On annonce que le Hezbollah est fini ». Non, aucun non. Donc, qu'est-ce qui a changé durant ces peut-être 3-4 derniers mois? Rien. Rien. Parce que ce que demandent les États-Unis et Israël, le désarmement du Hezbollah, ne va pas avoir lieu. N'aura pas lieu. Parce que qui va les désarmer? L'armée libanaise n'est pas en état de les désarmer. Et peut-être même qu'elle ne veut pas. Parce que désarmer le Hezbollah, c'est exposer le Liban au contrôle israélien. C'est le dernier rempart. Alors, quand on nous parle de renforcer l'armée libanaise, on veut bien, mais Israël ne le permettra jamais. C'est tout le problème. C'est la raison pour l'existence du Hezbollah, c'est que l'armée libanaise est désarmée. Elle a été désarmée par ses parrains occidentaux, à la demande d'Israël. Alors, le Liban est ouvert et complètement à la merci d'Israël. Donc, tout Libanais qui veut l'indépendance du Liban ne peut pas désirer ou souhaiter le désarmement du Hezbollah. Logiquement. Mais est-ce que vous pensez que le Sud va continuer à se faire bombarder de manière journalière, comme ça? Ça, c'est le problème du rapport de force dans la région. Moi, je le décris ainsi. Israël et les États-Unis n'ont pas réussi, depuis le 7 octobre, à instaurer leur contrôle définitif, leur hégémonie définitive sur la région. Ils n'ont pas réussi. Mais de l'autre côté, les peuples arabes ne sont pas en état de s'émanciper. Ils ont réussi à éviter le contrôle total par les États-Unis et Israël.
par le fait qu'ils sont tout simplement trop grands, trop importants à contrôler. Mais ils n'arrivent pas à s'émanciper activement. Ils sont une force passive que l'autre attaque sans réussir à les abattre. Mais ils n'ont pas encore l'autonomie ou l'initiative pour se libérer. Et le Hezbollah est un peu pris dans cette logique globale. Ils prennent des coups, comme les autres, comme la Syrie a pris des coups pendant longtemps. Alors, quand tout cela va-t-il se clarifier, on ne sait pas. Contrairement à la Syrie, par contre, Hezbollah, depuis 1982, a toujours pris l'initiative. C'est pour ça qu'une grande partie des Libanais sont un peu surpris de son silence dernièrement. Oui, même depuis le 7 octobre, il a été très prudent. Il n'a pas déclenché ce feu de ces missiles qui pouvaient atteindre les grandes villes israéliennes. Il les a. Contrairement à ce qu'on raconte ici, que tout a été détruit par Israël. Comme j'ai dit durant notre dernière entrevue, le problème du Hezbollah n'est pas le Hezbollah. Le problème du Hezbollah, c'est le Liban. C'est-à-dire ses arrières. Ces arrières ne sont pas stables, ne sont pas fiables. Et s'il se trouve engagé dans un conflit direct avec Israël, lui pourrait tenir, mais ses appuis ne seraient plus là. Il risque de perdre des appuis au Liban et d'avoir des Libanais qui agiraient contre lui. Comme je vous ai dit la dernière fois, la stratégie israélienne contre le Hezbollah, c'est pas simplement d'attaquer le Hezbollah, ça ne suffira pas et ça n'aura pas d'effet voulu. C'est d'attaquer le Liban. En attaquant le Liban, ils font vaciller la base territoriale du Hezbollah. Donc, le problème est libanais, beaucoup plus qu'un problème du Hezbollah. Bon, on va aller aussi vers ce qui se passe entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que c'est un conflit réel entre les deux? Oui, il y a un conflit d'intérêts, mais pas un conflit de principe. Il n'y a pas ils ne sont pas en désaccord sur le plan du principe. C'est un conflit d'intérêts, conflit aussi de prédominance. L'Arabie Saoudite estime que c'est elle qui contrôle la péninsule arabe, et que ces États du Golfe doivent se soumettre à ses volontés. Bon, ces États du Golfe sont aussi des pays riches, presque aussi riches que l'Arabie Saoudite. Donc il y a des tensions d'intérêt, mais pas des conflits de principe. On va terminer avec la dernière question. Vous avez touché dans notre dernière entrevue sur la recolonisation du monde arabe. Avez-vous un projet de décolonisation pour le monde arabe? Si j'avais ce projet, je le mettrais en œuvre immédiatement. Je ne pense pas qu'un projet viendra de la tête d'un individu. Ce sont les forces historiques qui vont finir par générer un projet. C'est-à-dire des forces sociales, politiques, à un moment donné de l'histoire. Les idées sont importantes dans l'histoire, mais les circonstances doivent être réunies. Les conditions doivent être réunies pour que ces idées aient une influence. Alors, au moment où ces circonstances seront réunies, les idées vont émerger. Et cette décolonisation prendra des formes que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Des formes nouvelles, pas comme celles des années 50, des années 40-50 qui ont commencé à la fin du XIXe siècle. Ça pourrait être autre chose, une autre façon, une autre dynamique et peut-être même une autre finalité que celle la création. Essentiellement, la décolonisation, c'était d'avoir des États indépendants. Et c'était tout à fait justifié parce que le colonialisme était là pour empêcher cela. Bon. La prochaine décolonisation pourrait être très différente. Je suis en train de regarder l'avenir, mais sans vraiment parler avec certitude. C'est parce que ce que l'on sait, c'est que les conditions sont insupportables. Les conditions actuelles sont humiliantes pour la nation ou les nations arabes. Tôt ou tard, cela sera remis en question. Cela sera contesté
ce l'est déjà silencieusement ou d'une manière discrète, parce qu'il n'y a pas encore les forces réunies, il n'y a pas encore l'idée de décolonisation. Mais cela va émerger, va venir, parce que la situation actuelle est intenable. Essayer de contrôler 300 millions d'Arabes, 90 millions d'Iraniens, les mettre sous la botte de 7 millions d'Israéliens, ça ne va pas tenir. Ce n'est pas un projet viable. Ce n'est pas durable. Tôt ou tard, il va sauter. Tôt ou tard, il va échouer. Et son affaiblissement ouvrira la voie à des rapprochements, à des formations politiques qui s'exprimeraient dans la voie de l'indépendance et de la décolonisation du monde arabe. Mais ça, c'est d'avenir. On n'a pas encore les conditions actuellement. Peut-être on voit cette coalition avec l'Iran, la Turquie, ces discussions présentement. Vous avez mentionné aussi que il y aurait potentiellement une guerre entre la Turquie et Israël. Un conflit. Une guerre, c'est peut-être aller loin, mais certainement un conflit. Les États-Unis empêcheraient une guerre entre ces deux-là, mais des tensions très fortes. Oui, des tensions très fortes. Ce que je veux dire, c'est que pour tout groupe résistant, ça serait à notre avantage d'avoir ce genre de conflit. Ah oui, ouais. Bien sûr. Toute fissure dans l'ordre établi est favorable aux forces de changement. Mm-hmm. C'est certain. Et il y a des fissures. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça serait à notre avantage aussi qu'il y aurait beaucoup plus de communication entre l'Iran et la Turquie, et même le gouvernement en Syrie, pour pouvoir tourner la page, parce que si on va regarder ce qui s'est passé les 15, 20 dernières années, et on va toujours dire que c'est des groupes X, Y, et ils sont venus à cause des Américains ou des Israéliens, ben, tout le monde va payer et on va pouvoir avancer, non? Tout à fait. Il n'est pas impossible que le gouvernement syrien d'aujourd'hui devienne authentiquement syrien, mais il va devoir faire ses preuves. Mm-hmm. C'est pas simplement en ayant un drapeau. Il faut montrer qu'il défend la Syrie. Les intérêts syriens. Les intérêts syriens, l'indépendance de la Syrie, il faut qu'il le démontre pour qu'il suscite la confiance. D'accord avec vous. Donc, professeur Samir, c'est un plaisir une deuxième fois, en espérant de vous revoir une troisième fois aussi. Plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup.